Donc, bonjour à tous, bienvenue à ces Bright Days 21 avec un format un petit peu particulier cette année. Donc, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui donc l'équipe du CHU de Bordeaux qui prend en charge donc les cancers du rein, donc un panel d'experts ici, et également j'ai la chance d'accueillir Laurence, donc qui va pouvoir témoigner sur son parcours. Donc, je vais les laisser chacun se présenter et puis ensuite on commencera nos présentations et nos discussions. Je vais passer la parole à Jean-Christophe Bernard. Bonjour, merci Christelle. On va peut-être laisser la parole en premier à Madame Jansou pour se présenter. Et puis après, c'est vrai. Je m'appelle Laurence Jansou, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'habite en Dordogne, dans un petit village qui s'appelle Pomport, à côté de Montbazillac. On m'a découvert fortuitement le cancer du rein l'année dernière, au mois de mai. Merci. Donc, Eva. Bonjour, donc, je m'appelle Eva Jambon, je suis radiologue au CHU de Bordeaux. Voilà. Mokram Yacoub, médecin anatomopathologiste au CHU Pellegrin, Bordeaux. Et Jean-Christophe Bernard, donc professeur d'urologie au CHU de Bordeaux. Et donc, on est ravis d'être tous ensemble pour discuter effectivement de aujourd'hui la première partie du parcours des patients qui sont atteints de cancer du rein. Et l'idée, c'est d'explorer un petit peu comment ça peut se passer en pratique avec votre exemple, Madame Jansou. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les différentes étapes de ce qui a conduit à ce qu'on se rencontre finalement et qu'on construit cette histoire ensemble de prise en charge? Alors donc on m'a découvert fortuitement ce cancer du rein suite à une échographie, en fait, au départ. Pour de la vésicule biliaire en fait, et ils ont trouvé ce nodule dans le rein. Qu'est-ce qui avait motivé qu'on vous fasse une échographie? En fait, j'ai un traitement qui est pour une autre pathologie qui est assez fort et on me surveille le foie, et donc j'avais cette douleur sur la droite et ils ont pensé que ça aurait pu être le foie. Donc ils m'ont fait passer une échographie abdominale et c'est lors de l'échographie abdominale qu'ils ont découvert un nodule, du moins, un nodule qui faisait 3 cm dans le rein. Voilà. D'accord, donc c'était le pur hasard. Le pur hasard, voilà, une chance qui m'ait découvert ce nodule. Et dans votre famille, il y avait des antécédents particuliers qui, à partir du moment où le radiologue a trouvé quelque chose sur votre rein, est-ce que il vous l'a dit de suite? Comment ça s'est passé? Il me l'a dit de suite, il m'a dit j'ai trouvé quelque chose, mais il faut que vous passiez un scanner parce que je voudrais quand même confirmer ce que je viens de voir. Et il me dit, je ne veux pas vous cacher, c'est pas bon. Voilà, il m'a dit, je pense que ce que j'ai vu, il faut vraiment confirmer. Donc la semaine d'après, j'ai passé un scanner. D'accord. Donc il vous a gâché la journée d'emblée. C'est voilà, pas bon. Il vous a dit c'est pas bon. Oui, il me l'a dit tout de suite. Oui, d'accord. Il m'a découvert. Et du coup, quand il vous a dit qu'il y avait quelque chose sur votre rein, comment vous avez perçu la situation? Qu'est-ce que ça a entraîné chez vous? Ben, sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, encore quelque chose qui me tombe dessus. Franchement, au départ, on réagit pas trop, je pense. Enfin voilà, je me suis dit, bon, je vais passer le scanner. Et puis après, ben, pour moi, dans l'idée, c'était vite, faut le sortir, quoi. Vite, faut qu'il s'en aille. S'il y a ça, faut vite le sortir. Parce que je savais pas à quel stade c'était, je ne savais pas, quoi. D'accord. Et le scanner, donc vous nous avez dit finalement le délai a été assez rapide. Ce qui est oui, plutôt une chance parce qu'on a parfois des délais qui sont un peu plus longs. Oui, c'est lui qui me suivait, donc il m'a dit je vais vous faire passer le scanner, et donc la semaine prochaine vous passez le scanner, donc ça a été très rapide pour le passer. Et donc à l'issue du scanner? Et donc à l'issue du scanner, il est venu me voir et il m'a dit je suis désolée, je confirme voilà ce que j'ai vu, et effectivement il y a bien un nodule dans le rein, oui. D'accord. Et alors, à partir de ce moment-là, comment s'est organisée la suite de votre prise en charge? Vers qui vous vous êtes retourné? Vers votre médecin traitant? Vers votre famille? Comment vous avez géré la suite? Alors après, je me suis tournée vers mon urologue sur Bergerac. Et donc, je lui ai porté tous mes examens et il m'a dit, oui, non, mais là, il va falloir faire une biopsie parce que effectivement, c'est pas bien localisé, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la recherche. Et quand vous dites vous êtes tourné vers votre urologue donc sur Bergerac, vous aviez déjà un suivi antérieur en urologie? Oui, parce que j'ai déjà eu un calcul dans la vessie et dans le rein, donc voilà.
Et c'est cet urologue-là qui m'avait suivi, qui m'avait opéré. Donc, je suis retournée tout de suite vers lui. J'ai eu un rendez-vous très rapide. Et voilà. Donc, oui, c'est D'accord, lui donc qui m'a vous aviez suivi. déjà un point d'accroche avec Oui, l'urologie. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous m'aviez pas dit que dans votre famille, il y avait déjà une expérience en matière de tumeur du rein? Alors, j'ai un oncle, effectivement, un oncle maternel qui a eu un cancer du rein, une ablation du rein d'ailleurs, lui, il y a quand même quelques années. Et voilà, donc je pense que... Et vous avez pu échanger justement dans la famille suite à ce diagnostic? Alors, apparemment, dans ma famille, il n'y a que lui qui a eu un D'accord. cancer du rein. Vous Voilà. avez pu en parler avec lui? J'ai pu en parler avec lui, ce qu'il a ressenti, ce que... Voilà, les ressentis sont les mêmes, quoi. Il faut vite que ça parte. Mais bon, lui, il avait des douleurs, donc en fait, voilà. Et que moi, je n'avais pas, en fait. Mais lui, c'était plus important aussi. Je pense que son cancer était plus important. Puis, bon, à l'époque, on a enlevé le rein et on ne cherchait pas à savoir. Donc, ils ne lui ont même pas proposé autre chose. D'accord. Et donc vous nous disiez, votre urologue donc, vous a orienté vers la réalisation d'une biopsie. Alors on en parlera un petit peu plus tard avec Mokrane, qui présentera donc justement comment, à partir d'un fragment de tumeur, d'une biopsie, on arrive à faire un diagnostic. Et puis il nous présentera aussi si les concordances entre les résultats de cette biopsie et les résultats de l'analyse définitive de la tumeur. Donc on ira un peu plus en détail sur ces aspects scientifiques en suivant. Mais pour vous, comment ça s'est passé, la réalisation de cette biopsie? Alors, j'ai pris rendez-vous à Bergonié, à l'Institut Bergonié. Et donc, d'abord, j'ai vu un premier radiologue qui nous a bien expliqué voilà, comment allait se passer la biopsie. Et ensuite, j'ai eu un autre rendez-vous pour passer vraiment la biopsie. C'était au mois de juillet. Donc, voilà, quelques mois après. Donc ça fait beaucoup de radiologues. Donc Oui, oui. on a Eva avec nous qui justement présentera tous ces aspects radiologiques, donc de l'échographie et puis justement la précision du diagnostic avec le scanner. Donc Eva nous dira ça juste après. Et la biopsie s'est bien passée pour vous? Ça s'est très très bien passé. C'est indolore, donc vraiment non. Et puis j'ai été entourée par une équipe qui était formidable. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. Sauf qu'au moment de partir, eh ben, j'ai eu du sang dans les urines, donc ils ont souhaité me garder. D'accord. Voilà, donc je suis restée une nuit. Voilà, une nuit là-bas. Et Oui, tout est rentré dans l'ordre, en fait. Voilà, alors que c'était prévu initialement en ambulatoire. En ambulatoire, voilà, tout à fait. Très bien. Et donc la biopsie est réalisée. Combien de temps il a fallu pour que vous ayez par contre, le résultat et comment s'est passé justement le rendu de ce résultat? Alors j'ai attendu 1 mois et c'est en fait mon urologue qui a eu les résultats. Donc c'est lui qui m'a appelé et il m'a dit bon, bah, écoutez, maintenant je veux vous voir, j'ai les résultats et on va voir ce qu'on va faire. Donc, voilà. D'accord. Donc c'est passé par votre urologue. Et à quel moment votre médecin généraliste a été impliqué dans la séquence? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous en avez parlé avec lui? Comment ça s'est passé? Alors comme j'étais avec le suivi pour notre pathologie, en fait, je le voyais assez régulièrement. Mais après, j'ai pas été encadrée par rapport à ça, quoi, par le médecin traitant, en fait. D'accord. Et donc vous nous disiez l'attente du résultat, 1 mois, là, comment vous avez vécu ça? Alors j'ai essayé de ne pas y penser. C'est tombé dans l'été, donc on a essayé. Voilà, mes enfants sont venus, donc on a essayé de faire autre chose. Voilà. Mais on y pense toujours, quand même. On attend toujours et on espère qu'il n'y ait rien. Et voilà. Après, j'ai eu de la chance d'avoir un cancer qui n'était pas agressif et donc voilà. Est-ce le résultat. on vous avait dit que ça pouvait être quelque chose de bénin? Comment vous avez expliqué la chose? Dans votre tête, vous, il y avait la possibilité que ce soit, quand vous dites on espère que ce soit rien, ça veut dire quoi derrière? On espère toujours que ce soit rien, mais en fait, quand on y pense, on se dit, mais vu ce que m'a dit déjà le radiologue au départ, non, il y aura quelque chose, c'est sûr. Voilà. Moi, j'étais certaine qu'il y avait quelque chose. Après, à quel stade, je ne savais pas. Mais vu ce qu'il m'avait dit au départ, oui, non, je savais qu'il y allait y avoir quelque chose. D'accord. On espère toujours qu'il n'y ait rien, mais bon.
Mais quand vous dites rien, c'est-à-dire parce qu'il y avait quand même une Mm. lésion qui avait été vue en imagerie, donc Mm. on savait qu'il y avait quelque chose. Oui, Mais quand vous dites rien, c'est-à-dire que ça Ça aurait- puisse être quelque chose de bénin, c'est voilà, ça que c'est vous ça. voulez Ça aurait dire? pu être Ouais. un nodule bénin, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Parce que justement, Eva nous parlera de ça, la possibilité. Effectivement, quand on a les résultats Mm. de l'imagerie, c'est la question qu'on se pose et les radiologues essayent de plus en plus d'arriver à caractériser les lésions pour essayer de se passer de Mocrane en fait et éviter la biopsie. On n'y est pas encore, Pas encore, non. mais bientôt, bientôt. Donc, Mocrane, on est désolé, hein, c'est ton dernier plateau. Donc, rendu de biopsie, comment ça se passe? Alors, rendu de biopsie, je suis retournée voir l'urologue. Il m'a dit, écoutez, bon, on va voir, il faut l'opérer, faut sortir ce nodule. Alors moi, j'ai plusieurs possibilités. Il y en a deux, je vais vous en parler parce qu'elles existent, mais je ne vous les ferai pas. Voilà, il y avait 2 opérations, 2 interventions qui étaient quand même très lourdes. Une par le dos, une par devant, dos où il fallait casser une côte, devant où il fallait... voilà, c'était très très compliqué. Il m'a dit, pour moi, après, c'est l'ablation du rein. Voilà, partioloscopie, ablation du rein, c'est très très vite fait. Voilà. Bon, on accuse un petit peu le coup. Et après, il me dit, mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller prendre renseignement auprès du professeur Bernard, donc au CHU. Il y a une opération par robotisation qui peut être faite. Voilà. Et il me dit, alors moi, je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas dans ce système-là. C'est vous qui voyez, mais bon, sachez que si vous voulez vraiment passer par moi pour l'ablation du rein, voilà, vous devez me donner votre réponse sous 48 heures. Donc en partant, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pour vous, le mieux, c'est l'ablation du rein ou à Bordeaux, l'ablation du rein. Il ne me répondait pas, il m'a dit au bout d'un moment, non, j'en suis pas persuadée. Donc on a décidé, voilà, après de venir vous voir. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Très bien. Donc on parlera effectivement un peu plus en détail des modalités de prise en charge sur le 2e épisode. Donc c'est pour garder un peu de suspense. Peut-être qu'on peut effectivement revenir sur les modalités diagnostiques et comment ça se passe du point de vue radiologique avec Eva pour envisager justement les différentes étapes, les différents examens qui sont possibles, qui peuvent être réalisés et comment vous arrivez à nous donner des informations de façon à ce qu'on puisse échanger avec les patients et comme on l'a vu là dans l'histoire de Madame Jansou. Tout à fait. Alors justement, je vais vous parler un peu plus en détail des modalités d'imagerie et notamment de sa place dans la prise en charge du cancer du rein. Donc en imagerie, on a beaucoup de modalités, échographie, scanner, IRM, et justement c'est important de savoir lequel on va utiliser dans quelle indication. Donc on a vu avec le parcours de Madame Jansou qu'elle a eu au début une échographie. Donc c'est souvent comme ça qu'on découvre le cancer du rein, donc soit à l'échographie, soit au scanner, mais de manière fortuite. Donc on peut le voir sur l'image à gauche, lorsqu'on a une tumeur à l'échographie, qu'elle est assez volumineuse, on va justement le voir par une modification du contour du rein qui apparaît un petit peu bosselé. Et après, on va soit réaliser un scanner pour confirmer, soit une IRM pour caractériser. Donc, Madame Jansou a eu donc échographie et scanner pour sa tumeur. Donc, le rôle du radiologue est assez difficile en fait parce que on accueille une patiente qui, comme on l'a vu tout à l'heure, s'y attend pas. Elle est là pour complètement autre chose et on va lui annoncer qu'il y a quelque chose sur son rein, qu'il y a une masse en fait. Et c'est un choc. Et surtout, c'est un choc surtout que ces imageries de première intention ne permettent pas de répondre à la question. Et c'est ça le plus difficile, c'est qu'on va lui annoncer oui, il y a quelque chose. On a l'impression que c'est pas bon, mais je peux pas vous en dire plus. Et c'est assez difficile parce qu'il va falloir qu'elle attende pour avoir un résultat ou pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Donc nous, en imagerie, on peut proposer donc soit un scanner déjà en première intention, soit une IRM. L'IRM, on
la réalise de plus en plus souvent, mais pas forcément dans tous les centres, parce qu'il y a des difficultés d'accès à l'IRM. Chez nous, au CHU de Bordeaux, on a l'habitude de réaliser beaucoup d'IRM pour les tumeurs rénales et on arrive à les caractériser de mieux en mieux. Cependant, voilà, comme on disait tout à l'heure, de mieux en mieux, pour l'instant, ça n'évite pas la biopsie dans la plupart des cas. On va dire qu'on arrive dans 50% des cas maximum à dire il y a de grandes chances que ce soit malin ou il y a de grandes chances que ce soit bénin. Donc à l'IRM, on a de multiples séquences, des séquences sans injection qui permettent de voir si la tumeur a une composante graisseuse et permettent aussi de voir la cinétique de rehaussement. Donc comment la tumeur prend le contraste. Et toutes ces caractéristiques nous permettent de déterminer si c'est plutôt malin ou plutôt bénin. À partir de là, on peut déjà donner une indication au patient, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas certain. Et c'est difficile parce que le temps passe, enfin on essaye de prendre en charge rapidement, hein, mais ça peut prendre un mois et demi, et ce mois et demi, la patiente reste sans savoir exactement ce qu'il y a. Donc après, on va réaliser une biopsie. Donc comme dans le cadre de Madame Janson, en général, soit on accueille les patients en radiologie, soit on les appelle pour leur expliquer un petit peu comment ça va fonctionner la biopsie. Donc la biopsie se fait sous scanner ou sous échographie si on a affaire à une grosse lésion, comme on a vu sur la première image échographique. On les accueille donc à l'ambulatoire. Ils sont mis sur le ventre. Et on réalise une petite anesthésie locale dans le dos. C'est en général indolore ou une petite gêne au moment en fait, de l'anesthésie. Mais après, normalement... Madame Jansou, vous, c'était sous scanner ou sous échographie? Alors moi, c'était sous échographie qui me l'a faite. Voilà. D'accord. Donc après, on fait la petite anesthésie locale et on va mettre dans la tumeur le petit pistolet. Voilà, comme ça, qui permet de prendre un prélèvement, en fait, qui fait à peu près 2 cm sur 1,2 mm, ce qui permet à l'anatomopathologiste d'avoir assez de tissu pour caractériser la tumeur. Donc, on parlait de ne plus avoir besoin de l'anapathe, on n'y est pas du tout, mais actuellement, il y a beaucoup de projets de recherche qui utilisent l'intelligence artificielle, qui vont nous permettre, avec du coup plus l'intervention vraiment de l'humain, pour permettre de caractériser ces tumeurs de manière un peu plus précise, notamment en IRM. Alors l'imagerie, quand le diagnostic a été fait, sert également pour le bilan d'extension et le bilan préopératoire. Donc je suppose, Madame Jansou, que vous avez eu également un bilan d'extension après, un scanner complet qui prenait le thorax, l'abdomen et le pelvis. Non, pas du tout. Oh, ça devait être le premier scanner, alors il devait également tout prendre. Voilà, ils ont peut-être tout pris au premier scanner que j'ai fait, mais j'ai pas fait d'autres. D'accord, donc le premier scanner a servi à faire, comme le radiologue était à peu près sûr à l'échographie qu'il s'agissait d'une tumeur tissulaire, il a fait directement le scanner en entier pour éviter de vous réirradier une deuxième fois. Voilà. Donc soit l'IRM est réalisé en premier pour caractériser la tumeur, et l'IRM c'est un examen qui va être localisé. Donc ensuite, si on réalise un scanner, on doit le faire sur la totalité, soit directement le scanner complet. Donc le scanner va permettre de faire le bilan d'extension, donc de rechercher d'autres lésions, notamment des ganglions atteints ou au niveau pulmonaire, osseux. On peut avoir aussi des bilans d'extension à l'IRM dans un cadre particulier, lorsque la tumeur va infiltrer la veine, pour savoir si ça remonte et jusqu'où ça remonte le thrombus. Au CHU de Bordeaux, on travaille en étroite collaboration avec le professeur Bernard et donc on va l'aider un petit peu dans sa chirurgie avec un scanner particulier, donc quadriphasique, qui est avec une acquisition en 4 étapes, donc sans injection, autant artériel pour bien visualiser les artères, autant corticomédulaire pour bien voir les rapports de la tumeur et les veines, et autant excréteur pour bien visualiser les voies excrétrices et son rapport avec la tumeur. Et ça lui permet de faire des reconstructions 3D très utiles pendant la chirurgie. C'est là qu'on voit effectivement le lien direct entre la radiologie préopératoire et l'acte chirurgical, parce que, comme tu l'expliques très bien,
On se base donc sur cette imagerie de précision préopératoire pour remodéliser le rein du patient, donc de façon très spécifique. Et on va utiliser cette modélisation là, qui est affichée à l'écran, à la fois dans un cadre de planification opératoire, donc pour prévoir notre chirurgie, les étapes, etc., mais aussi en cours de chirurgie, et on en reparlera un peu plus tard. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'imagerie prend vraiment sa place dans le cancer du rein d'un bout à l'autre, au début du diagnostic et même si c'est difficile, de l'annonce initiale, ensuite jusqu'au bilan d'extension, à l'aide opératoire et au suivi du patient. Voilà, je vous remercie. Vous vous êtes retrouvés dans toutes ces étapes là, présentées par Eva? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que donc vous disiez, donc il y a eu l'échographie, il y a eu le scanner, et ensuite il y a eu la biopsie directement. Donc il n'y a pas eu l'étape d'IRM. Donc c'est vrai qu'au CHU là, on porte un projet qui s'appelle IRMK01, qui est un projet de caractérisation de la nature tumorale, justement essayer d'arriver à préciser en amont si cette tumeur est bénigne ou maligne, et ce qu'on discutait avec vous, cette zone d'ombre finalement. Et donc ce projet-là repose sur l'IRM. On ne l'a pas fait chez vous parce que quand on s'est rencontrés, effectivement, on avait déjà les résultats de la biopsie. Oui, voilà. tout à fait. On avait le Mais scanner c'est vrai et on avait le que reste. c'est pas réalisé dans tous les centres. Et comme la chirurgie robotique n'est pas réalisée dans tous les centres, l'IRM rénal est quelque chose d'assez spécifique, assez particulier. Et c'est vrai que tout le monde n'interprète pas des IRM rénales pour caractériser les tumeurs. Et parfois, le scanner permet aussi de caractériser la tumeur. Mais de toute façon, maintenant, on réalise quand même dans 80% des cas des biopsies. Sauf quand on est certain de la nature maligne de la lésion. Dans ce cas-là, on va directement à la chirurgie. Alors c'est vrai que la question de la biopsie, quand on vous a dit il faut qu'on fasse une biopsie, ça vous a questionné, vous vous êtes dit mais pourquoi une biopsie? Comment vous voyez, vous, cette étape de la biopsie dans votre parcours? Alors, dans mon parcours, je me suis dit, il faut passer une biopsie, il faut continuer, quoi, en fait. Il faut aller plus loin, il faut rechercher ce qui se passe avant de pouvoir opérer. Mais c'est vrai que c'était totalement inconnu. Enfin, j'y suis allée, c'était inconnu. Et je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, j'étais pas ils m'ont mis sur le côté, moi, pour l'intervention, pour la biopsie. C'est vrai que ça dépend de la place de la tumeur. Soit elle est postérieure et on va se mettre sur le ventre, soit si elle est un peu sur le côté, c'est vrai qu'on peut se mettre sur le côté. Oui. Souvent à l'échographie, d'ailleurs, on a plus de choix de positionnement qu'au scanner, où on a plus tendance à mettre directement sur le ventre. Voilà, ouais. Et vous êtes posé la question, pourquoi on ne me l'enlève pas directement ? Non, je pense qu'il fallait quand même rechercher à l'intérieur déjà, voir comment était le nodule, s'il était malin, s'il était bénin. Voilà, il fallait quand même rechercher. Et après la biopsie, je me suis pas posé de questions en fait. Je me suis dit il faut y aller. Et j'avais été rassurée quand même par le radiologue qui nous avait reçus. Pour faire cette biopsie, justement, il nous avait bien expliqué. Il avait dit c'est pas moi qui vais la réaliser, mais par contre, voilà, vous allez, ça va se passer comme ça. Mais il nous a tout montré et c'est rassurant en fait. J'y suis allée, mais tranquille en fait. Je me suis dit de toute façon, allez, il faut avancer. Et c'est la procédure à faire et je me suis pas posé de questions en fait. En fait, Eva vous pose cette question parce que c'est vrai que la question de la biopsie, c'est toujours une discussion qu'on a en RCP quand on discute les dossiers des patients, un peu comme on le fait ce matin, mais avec en plus nos amis oncologues. On se pose la question de la biopsie parce qu'on sait que la probabilité qu'une tumeur soit bénigne va dépendre de sa taille. Et donc vous, on était dans une situation où vous nous avez dit la tumeur mesurait 3 cm. Voilà, donc on considère pour nous que 3 cm, c'est une taille raisonnable, ça ne fait pas partie des très grosses tumeurs. Et donc, dans cette taille de tumeur-là, il y a effectivement une probabilité non négligeable qu'il puisse s'agir d'une tumeur bénigne. Et on estime que la probabilité elle est à peu près de 20-25% pour une tumeur de 3 cm. Et donc, effectivement, ça vaut le coup de faire un diagnostic avant de décider d'une prise en charge, parce que si une fois sur 5 ou une fois sur 4, finalement, votre tumeur est bénigne, ça veut dire qu'on n'est pas obligé nécessairement de vous opérer. On peut juste surveiller.
Et donc, c'est là la question de l'indication de la biopsie. Si la tumeur, par exemple, avait fait 6 cm, 7 cm, eh ben on sait que la probabilité qu'elle soit bénigne, en fait, diminue de façon drastique, et globalement, elle est inférieure à 5%. Et donc là, si on proposait à tous les patients qui ont une tumeur de 6 cm de faire une biopsie, ben on ferait 95% de biopsie pour rien, parce qu'au final, on irait opérer ces patients-là. Donc c'est pour nous, en tant que praticiens, effectivement, toujours une question qu'on se pose. Et peut-être que ça, c'est moins perceptible par les patients. Alors pour moi, c'est vrai que cette tumeur, j'avais envie de savoir comment elle était en fait. Donc moi, la biopsie, c'est pour ça que je me suis dit, je me suis pas posé de questions à cause de ça. D'accord, pour vous, c'était l'étape Pour normale. moi, c'était l'étape normale. Et, Vous aviez l'impression voilà. que ça avance dans le diagnostic, donc c'est bien. Quoi. Voilà, c'est ça. J'allais savoir exactement ce que j'allais avoir, et voilà. Oui, c'était D'accord. important, voilà, pour moi. On va peut-être justement discuter des aspects plus anatomopathologiques de cette biopsie. Donc, Mokrane, quand Eva t'envoie le petit fragment de tumeur, la petite carotte, finalement, qu'est-ce que tu en fais? Comment ça se passe? Voilà, on va voir le cheminement de la biopsie. Après l'examen radiologique, donc on reçoit la biopsie au laboratoire. Donc la biopsie, généralement, le diagnostic est fait en radiologie. Dans mon expérience, on reçoit de moins en moins de biopsies. Et du coup, C'est ce qu'on a dit, Mokrane. et oui, c'est ça. C'est ton dernier C'est la plateau. réalité. Profites-en bien. Et du coup, le diagnostic histologique, la biopsie est réalisée que si le diagnostic histologique peut modifier la prise en charge du patient dans des situations où, par exemple, un patient a un cancer dans un autre organe, on se pose la question, est-ce que c'est une métastase? Il y a vraiment des indications très précises. Une fois que l'indication est posée, on s'assure bien sûr qu'il n'y a pas de risque hémorragique, que la tumeur n'est pas kystique, pour pouvoir réaliser cette biopsie. Donc pour la réalisation, la biopsie doit être quand même doit mesurer au minimum 10 mm. Elle est faite avec une aiguille adaptée par un radiologue expérimenté. Donc la biopsie est réalisée par un radiologue expérimenté avec une aiguille adaptée pour avoir un matériel suffisant au diagnostic. Donc là, au CHU de Bordeaux, on réalise 2 biopsies, une biopsie qu'on nous adresse à l'état frais et une biopsie qu'on fixe dans le formol pour le diagnostic histologique. Alors, quand on reçoit les biopsies au laboratoire, la petite biopsie que vous voyez à gauche est mise sur une empreinte sur une lame de verre pour examen cytologique, et puis le fragment est congelé à moins 80 degrés pour une éventuelle étude de recherche au CHU. Le deuxième fragment biopsique est mis dans une cassette adaptée, et puis il passe dans des bains d'alcool à des concentrations différentes pour le déshydrater. Une fois que le prélèvement est déshydraté, on le plonge dans la paraffine, qui est solidifié, et on réalise des petites coupes fines de 3 à 5 microns qu'on étale sur des lames. Une fois étalées sur des lames, donc sur ce bloc, on peut réaliser une centaine de lames. Mon crâne, ces étapes-là que tu viens de nous montrer, en pratique, ça prend combien de temps? Justement, vous voyez en bas, c'est 24 heures pour faire le diagnostic. Oui, mais ça veut dire que ça, tu nous donnes le résultat en 24 heures. Tout à fait. Mais toi, en termes de travail, là, à partir du moment où tu reçois le prélèvement qu'Eva t'a envoyé, Oui. Combien de temps tu travailles dessus derrière, en pratique? Moi-même, on est toute une équipe, donc les techniciens qui mettent en cassette, ceux qui coupent le bloc, une journée pour toute une équipe pour prendre en charge, enfin c'est pendant la journée, ça dépend, 10 minutes pour couper le bloc, 10 minutes pour la coloration, et pour l'analyse histologique, si le cancer est typique, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais on va voir des sous-types histologiques où des fois on a recours à d'autres techniques beaucoup plus poussées. Là, ça nous prend beaucoup plus de temps. Et donc là, par contre, ça repousse un peu le rendu de résultat. Tout à fait, exactement. Donc vous allez voir, cette lame de verre, on fait une coloration standard HES, c'est-à-dire H, c'est éosine, hématine et safran. L'éosine,
qui colore le noyau, l'hématéine qui colore le cytoplasme de la cellule et le safran qui colore le tissu conjonctif. Donc avec ces 3 colorants, on a un visuel complet du tissu. Une fois qu'on a les lames prêtes, on les regarde sous microscope, c'est la première étape. Donc juste là, pour un petit rappel, la taille d'un rein chez un adulte normal, on voit la corticale, on voit les calices qui se prolongent d'un uretère. Si on fait un prélèvement sur le parenchyme rénal, on voit cette unité qui est à droite, qui comporte un glomérule, un tube contourné proximal, d'où dérive la majorité des carcinomes du rein, le sous-type carcinoma cellulaire. Puis après, il se prolonge ce tube par un tube contourné distal, d'où dérive un sous-type histologique qu'on appelle le carcinome papillaire. Et après, on a des cellules intercalaires, d'où dérive le carcinome chromophobe, l'oncocytome. Et à la fin, on a le tube collecteur, d'où dérivent les carcinomes des tubes collecteurs qu'on appelle les carcinomes de Bellini. Ce qui était connu depuis très longtemps. Pour bien expliquer aux personnes qui regardent, donc l'image là de gauche, Oui. c'est un rein qu'on t'a envoyé donc, à fait. après une néphrectomie totale et que tu as coupé en deux. Tout à fait, donc ouvert. voilà, tu l'as ouvert en deux. Donc Exact. on a toute la graisse qui entoure le rein et le rein est au centre. Donc, et on voit effectivement les cavités collectrices et l'urtère qui en part. Et ensuite, l'image de droite, c'est un peu ce que tu vois toi au microscope. Exact. Fait. Si on fait un prélèvement sur le rein normal, c'est ce qu'on voit, ce sont des unités, un grand nombre d'unités. Le rein est formé d'un grand nombre d'unités qui sont constituées d'un glomérule et d'un ensemble de tubes qui vont se collecter et drainer les urines jusqu'au calice. Et on voit ici, les anciennes classifications ont été faites, 4 grands groupes selon l'origine du cancer. Donc, qu'est-ce qu'on attend de la biopsie? Bien sûr, c'est la première question, est-ce que c'est bénin ou malin? Donc notre analyse ne consiste pas à dire si c'est bénin ou malin, mais il faut donner toutes les informations les plus précises concernant ce cancer pour adapter une thérapeutique adéquate, notamment le sous-type histologique. Dans le cancer du rein, on doit déterminer quel est le sous-type histologique et également voir s'il y a des critères de très mauvais pronostic sur cette biopsie de 5 à 10 mm. Donc, dans les sous-types histologiques, on suit les recommandations internationales qui est la classification OMS, la dernière classification OMS 2016, de 2016, oui, avec ISUP aussi, International Society of Pathology. On voit qu'il y a à peu près 17 sous-types histologiques. Vous nous en créez tous les ans, vous nous Exact. sortez d'ailleurs des nouveaux sous-types Tout à fait. histologiques. Mais ce qui devient problématique, parce que j'imagine pour la communauté des anatomopathologistes, il faut, un, se tenir au courant, Tout à fait. et deux, être en capacité de discriminer tous ces sous-types histologiques. Et comme vous en créez chaque année de nouveaux, est-ce que ça pose pas un problème quand même au niveau... C'est grâce aux analyses génétiques qu'on pratique de plus en plus sur les cancers qu'on arrive à vraiment sous-typer ces tumeurs du rein. Comme vous avez vu au début, il y avait 4 grands groupes. On a vraiment maintenant, on arrive à démembrer ces grands groupes en plusieurs sous-types dont le pronostic est tout à fait différent. Du coup, on peut prévoir l'évolution de la maladie rien qu'en sachant le sous-type histologique. Et quand on parle, parce que là on parle de la biopsie, donc on a quand même un matériel qui est limité. Tout à fait. Tu as 1 ou 2 carottes qui C'est sont plus ou moins de bonne qualité, mais enfin nos radiologues font Souvent ça bien. de façon magistrale, donc tu as toujours de très beaux prélèvements. Et est-ce que justement avec ce matériel limité, vous êtes en capacité de pouvoir sur une biopsie discriminer de façon efficace les différents sous-types? Tout à fait. Sur un bloc que je vous ai montré, on peut réaliser une centaine de lames. Bien sûr, on a des techniciens très expérimentés qui font des coupes à 3-4 microns. On peut avoir des centaines de lames, donc réaliser des techniques de coloration standard, je vous ai dit le HES, et d'autres techniques complémentaires que je vous montrerai tout à l'heure. Donc effectivement, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, dans la littérature, il y a un grand nombre de nouvelles entités. Là, les entités les plus récentes, on a 12 sous-types histologiques. Encore en plus, mais on attend la nouvelle classification 2021 qui va apparaître bientôt.
quand on regarde donc la fréquence des cancers, c'est surtout le carcinome à cellules nucléaires qui représente 2/3 de ces sous-types histologiques et de cancer du rein. Après, on a le carcinome papillaire et les autres sous-types sont moins fréquents et représentent souvent moins de 1%, et ce sont surtout des tumeurs de bas grade. Alors, quand on reçoit donc la biopsie, on fait un étalement et on regarde la cytologie, parce que chaque sous-type histologique a des caractéristiques cytologique et architecturale. On commence par la cellule, on voit comment il est le noyau, comment il est le cytoplasme, si le noyau est petit, s'il est grand, s'il est irrégulier, le cytoplasme s'il est éosinophile, c'est-à-dire qu'il prend l'éosine, s'il est basophile, s'il est clair, contient des lipides. Après, on regarde l'aspect de l'architecture qu'on peut sur la coloration standard. On peut voir ici, tout en haut, un oncocytome avec un aspect tout éosinophile et un œdème. Le carcinome chromophobe avec des cellules granulaires. Donc, le carcinome papillaire, on voit des papilles, et le carcinome à cellules nucléaires, les cellules sont très, très clarifiées. Donc, avec l'analyse standard, les caractéristiques architecturales et cytologiques et nucléaires, on arrive à sous-typer une grande partie des tumeurs. Mais parfois, l'architecture n'est pas très typique. On a recours à des techniques plus poussées. L'une des techniques plus poussées, donc, comme le cancer, c'est une anomalie. Les cancers ont des anomalies génétiques qui se traduisent par une expression importante de protéines ou une diminution d'expression de protéines. On cible ces protéines avec des anticorps spécifiques, et c'est ce qu'on appelle, nous, dans les laboratoires, l'analyse immunohistochimique. Un exemple, on a tout en haut une papille, donc on a une architecture papillaire, et quand on fait l'anticorps TFE3, si il est positif, on voit que le noyau est marron, il prend la biotine, du coup on fait sous-typage carcinome TFE3. Celle du bas, c'est un carcinome avec des tubes et des kystes. Il y a un anticorps spécifique, une protéine spécifique et une enzyme, la racémase. On cible cette enzyme avec un anticorps spécifique, la P504, quand il est positif, il est révélé marron, donc on peut porter le diagnostic. Souvent, on arrive à faire le diagnostic avec la coloration standard et l'immunohistochimie, mais parfois, on a des cancers qui ne ressemblent pas à grand-chose en architecture, en cytologie, et on fait des techniques encore plus poussées sur ce même bloc de paraffine de petite taille. Et la technique complémentaire qu'on ne fait pas souvent, c'est, donc là c'est un ensemble d'anticorps, c'est l'analyse moléculaire et génétique pour voir une anomalie génétique spécifique d'un sous-type histologique. Et ça se fait à Haut-l'Évêque, dans le service du professeur Malliot. On fait la technique de fiche avec un rendu 1 semaine à 10 jours. À côté de cela, donc on est tenu de donner le sous-type histologique le plus précis sur cette biopsie. Également, on doit regarder les facteurs pronostiques. Donc, dans le cancer du rein, il y a un grading qu'on appelle le grade de Fuhrmann. On regarde les noyaux, s'ils sont petits, s'ils sont grands, et surtout le nucléole. Quand on le voit au faible grossissement, ça veut dire que le nucléole est très grand, c'est un grade 4. Le grade 4, c'est grade 3 ou grade 4. C'est de mauvais pronostics. Quand le nucléole n'est pas visible, c'est de bons pronostics. Également, on regarde s'il y a une infiltration des vaisseaux, s'il y a de la nécrose. Tous les facteurs pronostiques doivent être rapportés dans le compte-rendu anatomopathologique. Donc, au total, on a sur ces biopsies l'analyse histologique. Pour le diagnostic bénin-malin, on est très bon, on est à 99%. Pour le diagnostic du sous-type histologique... C'est pour dire que tu mérites ta place. Ah bah oui. C'est ça, voilà. Oui. D'accord. Pour le sous-type histologique, bien sûr, avec toutes ces entités, c'est un peu plus compliqué, mais on est à 94-96%. Avec les nouvelles entités, peut-être que ça va descendre un petit peu, le temps d'avoir une expérience. C'est typiquement, d'ailleurs, je crois, ce qui s'est passé dans le cas de Madame Jansou, puisque... quel était est-ce que vous, d'abord, vous savez quel était le diagnostic qui vous avait été donné sur la biopsie? Sur la biopsie, je crois que j'avais un grade 1, il me semble. Grade 1. Donc, en termes de grading, donc ça, c'est pour l'agressivité de la lésion. Et en termes de sous-type, donc c'est ce qu'on a discuté avec Mokrane, avec cette...
cette effloraison de sous-types différents. Je me Mais rappelle Bocrane va vous aider. pas. C'était un carcinome papillaire à cellules claires, je pense. Voilà, donc c'était ça le rendu de la Voilà. biopsie. Carcinome papillaire à cellules claires. Voilà. Parce qu'il y avait des papilles, il y avait un aspect de cellules claires, mais quand on a vu sur la pièce opératoire, c'était un carcinome à cellules claires. Voilà, et donc c'est effectivement donc le carcinome papillaire à cellules claires, c'est une nouvelle entité qui est Tout à fait. décrite depuis Et de combien de Bagrate. temps De 2016. 2016. 2016. Oui. Et en fait, qu'est-ce qui explique que, in fine, le diagnostic sur la biopsie soit différent de... alors c'est du diagnostic fin, Oui, hein, on est tout d'accord, à fait. parce que c'est vraiment deux entités qui sont Très finalement proches. très proches, Tout à fait. surtout sur les caractéristiques morphologiques en fait. Oui. Et est-ce que, a posteriori, tu te dis, ben, on aurait pu d'emblée dire que c'était un carcinome à cellules claires? Peut-être que si on avait fait des marquages, oui. D'accord, Des techniques un peu plus poussées, on aurait pu avoir le diagnostic. d'accord. Après, le carcinome papillaire à cellules claires, il est de bon pronostic indépendamment du grade. C'est Ouais. ça qui est d'où l'importance de sous-typer correctement les cancers du rein. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur pronostic. On utilise le grade nucléaire pour dire que c'est bas grade ou haut grade, mais également on essaye de voir s'il y a des sous-types histologiques qui sont toujours de bas grade, qu'importe, indépendamment du grade nucléaire. Notamment les carcinomes papillaires à cellules claires qui ne présentent pas de risque métastatique ni de récidive. Voilà, c'est pour ça. Du coup, effectivement, pour le grade nucléaire, la différence entre la biopsie et la pièce opératoire, c'est le caractère hétérogène du cancer, parce qu'il y a des secteurs qui sont bas grade et des secteurs qui sont de haut grade. Et ça, c'est une grosse difficulté pour vous, parce qu'effectivement, c'est pour ça que quand on vous envoie une tumeur, vous faites très attention à vraiment découper la tumeur en totalité et à l'analyser en totalité, parce que ce sont des lésions qui sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à l'intérieur de la tumeur elle-même, des morceaux qui sont de bas grade et puis des morceaux qui sont de haut grade. Et c'est là la limite aussi de la biopsie, puisque la biopsie, on va faire une petite ponction à un endroit donné, et forcément, on ne va pas piquer de façon irraisonnée. Et donc, on peut très bien ne pas savoir si on est tombé sur une zone de bas grade ou si on est tombé sur une zone de haut grade. Et c'est pour ça quand même que quand on regarde les résultats de concordance des biopsies par rapport aux résultats des analyses définitives sur la capacité à prédire l'agressivité cellulaire, il y a une variation et on sait très bien que dans la majorité des cas, le résultat définitif est souvent plus élevé Tout à fait. qu'il ne l'est sur la biopsie. Et donc c'est la limite, voilà, la limite de la biopsie sur l'interprétation qu'on peut en avoir en fait pour justement guider la prise en charge et dans l'échange qu'on peut avoir avec le patient pour orienter sur des stratégies thérapeutiques. Voilà, c'est ça. Donc une fois que le diagnostic est fait, souvent on a une tumorectomie ou une néphrectomie. Donc dans ce cas, vous voyez la néphrectomie. Donc on a après chirurgie, on ouvre le rein pour le fixer dans le formol et on analyse en totalité le cancer. Du coup, on regarde bien sûr ces zones hétérogènes pour détecter les secteurs de haut grade. Également, on regarde le cancer, les rapports du cancer avec la graisse périrénale, la graisse du hile, les vaisseaux intrarénaux, la veine rénale, les ganglions, la surrénale. Tous ces prélèvements sont effectués, ils sont mis dans des cassettes et étalés sur des lames de verre pour examen au microscope. Et tous ces examens microscopiques, à l'examen microscopique, on vérifie si tous ces items sont positifs ou négatifs. Ce sont des facteurs pronostiques qu'on doit rapporter à la fin dans un compte rendu détaillé qu'on transmet aux cliniciens, et ce qui permet une surveillance ou une prise en charge du patient correcte, la plus correcte possible. Pour terminer, le cancer du rein, ce sont des cancers qui sont très hétérogènes, inter- et intra-tumorales, c'est des hétérogénéités morphologiques et génétiques. Le sous-typage ou l'analyse histologique est très importante pour la prise en charge du patient, en attendant qu'il y ait des marqueurs pronostiques qu'on est en train de développer, mais on ne les a pas encore, qu'on les aura peut-être dans le futur.
Peut-être que c'est les radiologues qui vont les trouver avant vous, les Espérons. marqueurs pronostiques. Espérons. Voilà. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, Mokrane, pour toutes ces explications. Donc là, vous avez ce qui se passe derrière. Donc, une fois que votre prélèvement a été réalisé, vous voyez un petit peu tout ce qui se passe derrière et tout ce que ça sous-tend aussi en termes de... J'aurais juste une question. Je veux juste savoir pourquoi ce temps, en fait, pourquoi on nous donne le résultat qu'un mois après, en fait, pratiquement. Puisque vous savez déjà, vous, très vite, très rapidement, voilà. Qu'est-ce qui justifie cette attente, en fait? Ça dépend si on réalise des techniques complémentaires, mais des fois, les analyses génétiques prennent beaucoup plus de temps. Quand les cancers sont typiques, c'est en 24 heures. On arrive à faire le diagnostic en 24 heures, mais des fois, on fait de l'immunomarquage ou des analyses génétiques pour vraiment sous-typer le cancer. Le sous-typage ou cette analyse précise est importante pour une décision thérapeutique. Donc, on tient à donner non seulement le diagnostic bénin-malin, mais également toutes les informations possibles sur le cancer et avoir une prise en charge optimale. Puis après, il y a aussi le temps qui est lié à l'échange entre l'anatomopathologiste et puis le praticien clinicien qui reçoit le résultat, le temps aussi d'en prendre connaissance, de reprendre contact avec la patiente. C'est vrai que c'est aussi des étapes qu'on n'a pas envie de faire par téléphone. Et donc là, je pense, votre urologue vous avez fait revenir. Oui, Voilà. il a fait revenir Et donc un on rendez-vous. préfère, quand on a un résultat d'analyse, être face au patient et pouvoir en discuter, pouvoir être en capacité de répondre aussi à toutes les questions que ça peut générer secondairement. Et donc je pense qu'il y a aussi une partie, il y a la partie de temps liée à l'analyse, et puis ensuite la partie de temps malheureusement liée à l'organisation, je dirais, du rendu de résultats, et pour arriver à recaler un rendez-vous. Après, c'est vrai que nous, quand on est patient, on attend tout le temps. Bien en sûr. fait. Donc, c'est cette attente qui était un petit peu longue, quoi. Mais Ouais, mais malheureusement, si le premier résultat, je veux dire, est donné par le radiologue de manière comme ça, on est obligé de le donner. C'est bien que le résultat définitif, vous soyez préparé en consultation et que ce soit fait dans de bonnes conditions. En général, la consultation d'annonce prend bien une petite demi-heure, on vous explique. L'urologue sait déjà un peu quelle prise en charge il va faire, il a réfléchi sur le dossier. C'est vrai que si on vous donne le résultat dès qu'on l'a par téléphone, vous allez avoir plein de questions auxquelles on ne va pas forcément pouvoir répondre. c'est pour ça, moi, la chronologie a été très, très bien faite, en fait. Et c'est pour ça que c'est passé, mais vraiment, tranquillement, quoi, en fait. Hein. Impeccable. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour ce premier épisode donc, lié aux étapes diagnostiques. Et on se retrouvera donc pour un deuxième épisode de façon à discuter de la suite de la prise en charge et comment s'est poursuivi votre parcours. Merci Eva, merci Merci. Mokrane. Merci. Merci.